Face à l'Afrique aujourd'hui et avec Monsieur le maire de l'île de Saint-Denis, Monsieur Mohamed Niabali. Donc nous sommes dans ce grand jardin et il va nous recevoir aujourd'hui et nous parler de sa ville et également de son engagement politique comme écologiste. Bonjour. Monsieur le maire, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci de nous avoir reçus ici chez vous. La bienvenue. Merci beaucoup. Alors, donc, monsieur le maire, bonjour. Donc, ça fait un moment quand même que nous souhaitons vous rencontrer. Vous êtes donc maire de l'île de Saint-Denis depuis 2016. C'est ça. Et, mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous demande de bien vouloir vous présenter à nos téléspectateurs face à la caméra. Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Mohamed Niabali, maire de l'île Saint-Denis, également président de l'association des maires de Seine-Saint-Denis et vice-président de l'association des maires depuis maintenant presque 10 ans de l'association des maires de France. Je suis également entrepreneur du verre et entrepreneur social depuis une quinzaine d'années autour d'une transition écologique populaire ici en Seine-Saint-Denis. Très bien. Merci, monsieur le maire, donc, de nous avoir reçus ici. Et donc, vous êtes maire sans étiquette de l'île Saint-Denis. Et votre commune donc a une particularité. Donc, c'est une toute petite commune, mais avec beaucoup de potentialité. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler d'abord de votre parcours, mais comment êtes-vous arrivé en politique? Alors, j'ai toujours été très actif dans la société civile. Déjà tout jeune, j'étais dans des associations. Mon père est recteur d'une mosquée, celle de l'île Saint-Denis, et donc du coup, j'ai toujours vécu dans la collectivité avec les gens. Et ensuite, j'ai eu un parcours plutôt d'auditeur financier international où j'ai un peu vécu à Mexico City, à New York et à Londres. Et j'ai toujours été très proche de mes racines et de développer des actions solidaires en Afrique et ici en France. Je suis rentré en France en 2010. J'ai créé avec des amis d'enfance une association en 2011 qui existe toujours, qui s'appelle Capital Banlieue, qui travaille sur la question de l'égalité des chances à la réussite scolaire et à l'insertion professionnelle des jeunes des quartiers populaires et plus largement de la diversité. Et ensuite, j'ai créé en 2013 une entreprise, une coopérative qui s'appelle La Ferme des Possibles et qui porte une boucle alimentaire de la graine à l'assiette autour de l'agriculture biologique, mais aussi qui permet d'employer aujourd'hui plus de 60 salariés autour de ce secteur d'activité. Et c'est dans le cadre de la relation entre l'entreprise et le territoire que j'ai renié des liens avec les élus locaux et les administrations publiques et que de fil en aiguille, je me suis intéressé à la chose publique et notamment autour de deux sujets qui m'ont beaucoup animé. La question de la place des invisibles dans nos sociétés et notamment des personnes qu'on considère comme défavorisées. Et le deuxième sujet, c'est comment on peut faire de l'écologie positive, de l'écologie optimiste et comment on peut faire de l'écologie populaire qui parle à tous. Vous êtes originaire du Sénégal, hein, le sud du Sénégal, en Casamance. Et donc, avant de parler d'abord de l'écologie, est-ce que ça aussi vous a animé un tout petit peu pour aujourd'hui avoir cette ferme? Totalement. Ma grand-mère avait une ferme en Casamance, à Ziguinchor, où tout jeune, je voyais les mamans faire du savon artisanal. On sortait les moutons, on allait récolter les fruits. Et donc, du coup, évidemment que tout ça a un rôle très important dans mon parcours de vie et dans mon parcours d'élu. Bon, on va revenir là-dessus, mais on va d'abord maintenant parler de l'île de Saint-Denis. Donc, l'île Saint-Denis, une toute petite île, comme on a dit. Est-ce que vous pouvez nous présenter donc cette commune? Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, l'île Saint-Denis est une commune assez incroyable. L'île Saint-Denis, c'est d'abord une île. Voilà. C'est la seule île urbaine de France. Voilà. C'est une île de 177 hectares, 100 de terre, 77 d'eau territoriale. Elle a 14 km de berge, autant de berges que Paris. Et c'est une île assez incroyable qui a plus de 40% de ses espaces terrestres qui sont des espaces verts et naturels. On a une réserve naturelle ornithologique
où on accueille des martins pêcheurs et des cormorans. On a un parc Natura 2000 et aujourd'hui, on travaille à améliorer la qualité et le cadre de vie de cette île qui est très singulière. 8800 habitants, 85 nationalités, 90 associations. C'est une ville qui est très vivante, qui bouge tout le temps, avec énormément d'événements et d'animations. Et c'est une ville qui a pris son destin en main depuis le début des années 2000. Historiquement, nous étions une terre de stockage et de logistique pour les grands groupes comme le Printemps ou Galeries Lafayette, qui avaient leurs entrepôts de stockage chez nous. Ils sont partis fin des années 90 et des générations d'élus et d'habitants que j'incarne aujourd'hui ont décidé de travailler sur cette île avec une stratégie autour de la transition écologique. Oui, mais donc en parlant de transition écologiste, j'ai lu à quelque part qu'en 1910, l'île a connu une crue très très importante. Et aujourd'hui, donc avec ce changement climatique, est-ce que vous n'avez pas peur que cela cela revienne? Alors naturellement, on est une île, donc la question des inondations est quelque chose qui est dans nos têtes. Moi, j'ai eu en 2016 une petite inondation à gérer, en 2018 également. La question de la gestion du fleuve et de la Seine est pour nous totalement naturelle. On travaille à ménager notre ville et la rendre plus résiliente. Exemple, notre ambition actuelle est que 50% des espaces terrestres de la ville soient des espaces verts et naturels. C'est non seulement améliorer le cadre de vie et la biodiversité, mais c'est avant tout un outil de résilience pour nous protéger du risque inondation. On travaille également avec la métropole du Grand Paris qui a aujourd'hui la compétence GEMAPI, qui est la compétence du risque inondation, pour renforcer nos berges de Seine, nos Mirantu-Crues, pour mieux nous protéger. Et l'île Saint-Denis a été une des villes qui a accueilli une partie du village des athlètes pendant les Jeux 2024 de Paris. Et dans ce cadre-là, on a travaillé à aménager nos berges de Seine. Et grâce aux Jeux Olympiques, on aura 2 sites de baignade avant 2028 à l'île Saint-Denis qui permettront non seulement de nous préserver du risque d'inondation, mais permettre à nos habitantes et nos habitants de se reconnecter au fleuve et de pouvoir nager dans la Seine comme il y a quelques jours à Paris. À Paris. Alors, donc, vous êtes, la commune fait partie aussi du département Seine-Saint-Denis, donc qui est l'un des départements les plus pauvres de France. Hein. Et donc, comment, avec son lot d'insécurité, comment votre commune gère ces problématiques? Alors, c'est très intéressant. Nous, on est une commune très particulière. Notre île est la frontière entre les Hauts-de-Seine, le 92, et est pleinement intégrée en Seine-Saint-Denis dans le 93. Et aujourd'hui, on a un niveau de sécurité qui est plutôt qualitatif à l'île Saint-Denis. On a une chance, c'est d'être une île, mais aussi un village avec une très grande proximité. La ville, les gens se connaissent et ma conception de la sécurité, c'est avant tout connaître les gens. Plus il y a de proximité, plus on connaît les familles, plus c'est simple de gérer la sécurité. Je vous donne un exemple concret. Oui. Les motocross qu'on voit dans tous nos départements. Il y a un jeune qui avait un motocross, qui était dehors et qui faisait des bruits. Je sors ma tête de la mairie, je le reconnais, j'appelle sa mère. Ton fils est avec une motocross dans la rue centrale. Et qui dérange tout le monde. Voilà. Sa mère me dit, d'accord, je m'en occupe. J'entends plus la motocross. Ah, donc 30 minutes plus tard, j'ai mon petit frère qui m'appelle. Le jeune a appelé mon petit frère en disant, le maire, ton frère m'a balancé à ma mère. Et c'est ça qu'on essaye de faire à l'île Saint-Denis, c'est construire la proximité. C'est-à-dire la proximité. Vous avez une police municipale? Elle est très récente. La police municipale est arrivée avec les Jeux Olympiques. Et pareil, en termes de philosophie, j'ai imposé à la police municipale d'être à 50% à pied. Voilà. Aujourd'hui, le vrai sujet que nous avons en Seine-Saint-Denis et qui se déploie à l'échelle de la France, c'est la question du trafic de stupéfiants et du trafic du protoxyde d'azote. Et ça, c'est le travail de la police nationale. Et ce qu'on constate en réalité en Seine-Saint-Denis, c'est qu'on a beaucoup moins de policiers qu'à Paris ou dans les Hauts-de-Seine. Et donc, le combat qu'on porte et que je porte en tant que président de l'association des maires de Seine-Saint-Denis, c'est d'avoir l'égalité territoriale et républicaine et d'avoir des fonctionnaires d'État dans les hôpitaux, à l'école ou sur le terrain avec la police équivalent à ce qui se fait dans les grandes métropoles. Et c'est avant tout cela notre enjeu pour essayer
d'améliorer la qualité de vie et la sécurité dans notre beau département. Alors, donc, votre politique de logement, par exemple, si on en parle? Alors, un message très fort. À l'île Saint-Denis, on a 2/3 de la population qui vit dans le logement social. Et avant 2030, on aura rénové 100% du parc social. Pour nous, c'est très important de rénover le parc social parce que c'est protéger le logement social. Ou à l'île Saint-Denis, on peut avoir un F4 à moins de 10 minutes de Gare du Nord, double vue sur Seine, à 500 €. Donc, c'est assez incroyable. Et donc, ces joyaux se transmettent de dynastie en dynastie. Et donc, on a une problématique très forte. C'est la tension autour du logement social. Les gens peuvent attendre 6 ans, 7 ans, 8 ans pour avoir un logement social à l'île Saint-Denis parce qu'il y a très peu de rotation. Et à côté de ça, on a une autre doctrine. On assume, et j'assume d'être un maire bâtisseur. On construit des logements à l'île Saint-Denis parce qu'on sait que la crise du logement est rude. Et pour nous, c'est aussi une manière de rééquilibrer et de rehausser la ville. Bah, il y a un quota. Est-ce que vous êtes proche du quota ou On très l'a loin? dépassé. On est très devant le quota. À la fin de ce mandat, c'est-à-dire fin 2025, début 2026, on aura à peu près 50% de logements sociaux et 50% d'habitat privé. Et je trouve que c'est assez équilibré et on construit du neuf. Et ma règle est simple. À chaque programme que je construis en neuf, je fais 30% de social et 10% d'accession à la propriété pour permettre à la jeunesse et aux familles habitants, résidents historiques de l'île, de pouvoir y rester. Mais pour moi, c'est important. Alors, donc, qu'est-ce que vous répondez? Parce qu'en ce moment, enfin, ça a toujours existé, hein, on parle de l'islamisme en France. Vous qui êtes issu donc de l'immigration et puis aussi votre papa, vous l'avez rappelé, est imam d'une mosquée. Est-ce que aujourd'hui cette politique de droitisation en France, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, moi, je suis très inquiet par la situation. Aujourd'hui, on fait des politiques pour diviser les gens, pas pour rassembler les gens. Et ce que j'essaye d'incarner, de porter sur mon île avec cette approche de l'ultra-proximité, c'est faire du commun. Ne pas avoir des politiques publiques qui clivent les gens. Et malheureusement, aujourd'hui, on se sert de la religion pour expliciter tous les maux d'un pays. Et ça, c'est dramatique et grave et ça laissera des traces pour de nombreuses générations. Et donc, du coup, notre combat actuel, c'est d'expliciter que le problème est avant tout social et sociétal avant d'être religieux. Et que, en réalité, même la question des extrémismes, elle vient avant tout de l'exclusion ou de la non-éducation de certaines populations. Et que la priorité numéro 1 pour nous tous, ça doit être l'éducation, l'école et la volonté de faire en sorte que les gens vivent les uns avec les autres et donc le vivre ensemble et la cohésion sociale. Alors, donc, si on parle de budget, parce qu'en ce moment, à l'Assemblée nationale, donc, la France a un énorme problème pour boucler son budget. On dit qu'il manque 40 milliards d'euros. Donc, aujourd'hui, donc, les communes sont en difficulté. Vous êtes aujourd'hui président des maires du département et également vice-président des maires. Donc, si les maires, si vous êtes ensemble, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que chacun pleure de ses problèmes, de ses difficultés? Alors, hier, j'avais un conseil d'administration des maires de Seine-Saint-Denis et la semaine dernière, on avait un comité directeur de l'Association des maires de France. Les maires ne pleurent pas. Les maires travaillent et les maires sont dans une logique de dire il faut que l'État décentralise davantage et laisse aux communes plus de pouvoir d'agir. Aujourd'hui, nous, ce qu'on sait faire, avec nettement moins de moyens, on sait être efficace parce on connaît les besoins de nos populations et on sait y répondre. Et malheureusement, aujourd'hui, on constate deux choses. Souvent, l'État et le gouvernement font des communes les boucs émissaires du dérapage des finances publiques, alors que nous, on a l'obligation d'avoir des budgets équilibrés et que le seul emprunt qu'on fait dans nos communes, c'est pour investir. Et investir dans quoi? Dans les équipements publics. Et pour qui? Pour les populations. Et donc, aujourd'hui, la demande des communes, c'est plus d'autonomie. Donc, une nouvelle loi de décentralisation et arrêter de nous transférer des compétences sans l'argent à côté. Et donc, du coup, réformer l'État pour pouvoir être plus efficace dans les politiques publiques. Alors, donc, vous avez arraché cette commune aux communistes. Il faut le rappeler. Donc, toute la gauche vous a
apporté son soutien. Vous êtes à votre deuxième mandat. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes encore capable de réunir toute la gauche pour votre, si vous souhaitez rempiler? Alors oui, je souhaite rempiler. C'est mon prédécesseur qui a arraché la ville aux communistes. Aujourd'hui, moi, je tiens un message d'unité. Voilà, rassemblement de toutes les personnes qui souhaitent travailler pour un bien commun qui s'appelle l'île Saint-Denis. C'est ça mon message politique, c'est faire commun pour faire commune. Et c'est ça que je défends aujourd'hui, où je ne suis pas que dans une approche de parti politique, mais de rassembler aussi les citoyens pour répondre au destin d'une commune. Et donc, pour les prochaines municipales, j'ai naturellement l'ensemble de la gauche qui me soutiendra et j'espère les communistes également. Également. Donc, vous êtes maintenant, vous avez le costume d'écologiste, hein. Donc, on va donc regarder donc l'environnement. Vous avez créé cette ferme. Alors ici, vous êtes à la ferme des possibles, qui est pour moi un bon démonstrateur de ce que on essaye de faire en termes de vision. On est en zone urbaine dense et là, ici, vous avez la première ferme agroforestière d'Île-de-France avec en 2015 la plantation de 650 arbres et arbustes. On a planté beaucoup d'arbres fruitiers, vous allez pouvoir les voir, où ici on fait des pommiers, des poiriers, des pruniers, des figuiers, des pêchers, etc. Et on a énormément de fruits rouges aussi, où on a des fraisiers, framboisiers, mûriers, etc. Mais qu'est-ce qui vous a donné cette idée, par exemple, donc de créer cette ferme en pleine ville? Alors, mon premier sujet, c'était le manque de nature en ville. Ouais. Voilà, on voulait remettre des îlots de fraîcheur, des îlots de verdure dans la ville. Et ça, c'est pour sensibiliser les gens sur le fait que la qualité de vie passe aussi par la nature et le vert. Ensuite, la question de l'alimentation durable. Il y a une douzaine d'années, je suis devenu papa. Oui. Et donc, la question de la parentalité renvoie à la question de l'alimentation des enfants et à notre propre alimentation. Et on a voulu promouvoir et développer la question de l'agriculture biologique, la question de manger sain. Vous voyez ici, vous avez des beaux pommiers. Oui. Tout ça, c'est des beaux pommiers. Vous avez des persils, vous avez des aromates. Les écologistes vous ont déjà trouvé écologiste. Oui, totalement. J'étais écologiste depuis très longtemps avec cette approche qui était reconstruire des équilibres pour bien vivre et être en sérénité dans sa ville. Oui. Alors donc aujourd'hui, donc quels sont vos projets, c'est-à-dire ce que vous voulez faire à l'île Saint-Denis, parce que là donc vous l'avez fait à Stains. Donc c'est parce que c'est une question de place, vous n'avez pas pu faire. Non, ça a été une question d'opportunité. Ce terrain, on l'a récupéré en 2013, donc il y a plus d'une décennie. Et à l'île Saint-Denis, j'ai un message assez simple. Faire un parc ou un square à moins de 5 minutes de chaque habitation. Et c'est ça qu'on est en train de faire à l'île Saint-Denis. Et à l'île Saint-Denis, on a également une ferme horticole qui s'appelle l'îlot, où sur cette ferme, on permet de récupérer les déchets verts et alimentaires de la ville. On fait du compost, on réhabilite nos sols, on fait des fleurs et je rachète les fleurs en tant que maire et je marie les habitants de l'île Saint-Denis. Donc on peut faire plein de choses avec le verre et c'est ce qu'on va continuer à faire dans la décennie à venir. Est-ce que vous croyez maintenant pour ce qu'on appelle les minorités invisibles aujourd'hui, donc vous faites partie donc des maires issus de l'immigration. Mais quel message avez-vous à faire passer à cette communauté si les gens aussi ils veulent s'engager à la fois en tant qu'entrepreneurs mais également en politique? Alors j'ai beaucoup de jeunes, beaucoup d'habitants de la diversité qui m'interpellent sur Monsieur le maire, on est fiers de vous, de ce que vous représentez, de ce que vous incarnez en termes de symboles. Et j'ai toujours le même message. Voilà, soyez fiers de ce que vous êtes. Levez la tête et refusez d'être assigné à une place pas à cause de votre couleur ou de votre religion ou de votre adresse. Donc, mon message est simple. Il y a aujourd'hui une génération d'élus qui s'émancipe et qui fait très bien son travail dans sa fonction d'élu. Et j'espère que dans les décennies à venir, on sera nombreux et on sera à l'image de la France et de son histoire. Vous avez des exemples à donner?
en dehors de vous? Alors, je vois le maire de Villetaneuse, Dieu-Nord, je vois le maire de Stein, Asdine, je vois le maire de Gagny, Rollin, je vois énormément de changements, des députés Oui. qui changent. Je pense à Carlos, je pense à Ali, je pense à Nadège. Oui. Donc, donc c'est prometteur, c'est en bonne voie. C'est en bonne voie et je pense que le premier sujet avant tout, c'est des gens qui ont envie de s'occuper de la chose publique. Il faut absolument que nous ayons des habitantes et des habitants qui s'intéressent à la chose publique et qui ont envie d'être élus. Mon inquiétude actuelle, au niveau national, on considère qu'il y a énormément de maires qui démissionnent et la vocation est en train de se perdre parce que c'est beaucoup de problèmes pour pas beaucoup de satisfaction. Et donc, du coup, il y a ce travail à faire pour que des nouvelles générations se disent « Oui, nous voulons être élus. Oui, nous voulons représenter la France et représenter et incarner qui nous sommes. » Est-ce que vous-même, personnellement, vous avez été victime du racisme? Évidemment, moi, premier maire noir de Seine-Saint-Denis, pour ne pas dire d'Île-de-France, quand je suis devenu maire en 2016, je recevais quasiment des courriers racistes toutes les semaines. Voilà. Et donc, du coup, c'était quelque chose auquel je n'étais pas préparé et qui m'a fait prendre conscience de ma responsabilité à ce moment-là en tant que premier maire noir, en disant « Ok, il y a une prise de conscience à apporter pour nos concitoyens pour ne pas laisser des idées racistes se normaliser. » Et nous parler un peu de ce bâtiment, de ce grand bâtiment Ouais. écologiste, écologique même. Alors ce bâtiment, je l'ai appelé Résilience. C'était avant le Covid, en 2019. C'est un bâtiment qui a 3 prix nationaux. C'est un bâtiment en bois terre paille, qui est un bâtiment bioclimatique où on a voulu avoir un lien entre les activités primaires, secondaires et tertiaires, l'exploitation agricole, la transformation alimentaire, où au rez-de-chaussée, on a un restaurant, un laboratoire de cuisine et un laboratoire de logistique. Et à l'étage, on a des ateliers et des bureaux. Et en fait, à travers la circularité des activités, on arrive aussi à travailler sur la circularité énergétique et amener à toujours cette approche de transition écologique. Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas consommer d'énergie? Qu'est-ce qu'on fait pour consommer le moins possible? Et comment on recycle aussi l'énergie? Donc c'est fait en bois. C'est un bâtiment en structure bois. Exemple, cette belle façade que vous voyez, c'est des fenêtres de réemploi d'une cité HLM d'Épinay-sur-Seine. Voilà, qui est une ville qui est pas très loin d'ici, de Seine-Saint-Denis. Oui, donc c'est du matériel comment on peut dire, de recyclage. Totalement de réemploi. On a construit ce bâtiment en moins de 18 mois. C'est un bâtiment qu'on a géré en direct, où il y a eu une quarantaine d'entreprises qui ont travaillé sur ce bâtiment. Et pour chaque entreprise, je leur demandais d'utiliser du réemploi. Les menuiseries, les sanitaires, les lavabos, les robinets, une partie des appareils électriques, du mobilier, des plantes sont récupérés dans des grands groupes à l'échelle de l'Île-de-France qui nous ont soutenus et accompagnés. Donc la ferme des possibles, donc ça veut dire tout, en effet. Alors le message autour de la ferme des possibles est assez simple. Il y a 15 ans, on nous disait souvent c'est pas possible. Et la question du c'est pas possible, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur être assigné à sa place. Et donc nous, on a décidé de retourner la table depuis très longtemps. Et la ferme des possibles, c'est un message simple. Chez nous, tout est possible. Donc là, exemple, ça, c'est les pavés de la mairie de Paris. Voilà, pendant la Corona Peace, on a récupéré des pavés. Vous voyez, en fait, je vais vous montrer la terrasse, qui est assez chouette. Ici, ce resto, il est ouvert 2 heures par jour, entre midi et 14 heures. Et il fait entre 100 et 120 couverts tous les jours. Ah. Voilà, et donc du coup, on a un cadre, on est en ville, mais on a un cadre très apaisé, très calme du quotidien. Et on va rentrer. Et là, regardez, c'est pas du tout la même température. Là, oui. Vous êtes... pourquoi? Là, on a des briques de terre crue, on a ce qu'on appelle un mur trombe. En fait, on a des compagnons qui sont venus nous aider à faire ça. Grosso modo, on est exposé sud. On a
vitrages simple vitrage, Oui. une lame d'air et des briques de terre crue, et ça fait un ventilateur ou un chauffage naturel. Oui, parce Et que là, là, vous voyez il fait frais, Voilà, alors qu'il fait chaud dehors. exactement. Vous voyez le changement de température. Et donc, pour vous dire, là, vous avez aussi un bar en puisée qui est notre technique de gestion de la terre. Et là, vous avez des enduits de terre. Pour parler de la Casamance et du Sénégal, regardez ça, les abat-jours, c'est nos anciennes corbeilles de fruits qui viennent de Casamance. Ah. Et donc, du coup, j'ai voulu ramener un peu de Sénégal un et peu de Casamance. Sénégal, un peu de l'île Saint-Denis, c'est la terre de l'île Saint-Denis, la terre de Stein, et donc ramener à l'essentiel la question de la terre et de son ancrage. Donc Et ça on a beaucoup travaillé. montre, c'est cohérent avec le mélange de population qui est à l'île de Saint-Denis. Exactement. Donc on va passer par là. Alors là, vous voyez, on retourne dans une galerie, on est dehors. Ouais. C'est dedans, dehors. Là, vous voyez, c'est encore une autre température. Oui. Voilà. Là, ils les ont laissés ouverts. C'est des trucs très simples. Le matin, Oui. avec le vent, tout ça, Ça, c'est aéré. c'est aéré, ça crée du truc. Et le soir, on peut descendre les stores. Là, comme on part en week-end de 3 jours, ils ont tout laissé ouvert. Ah, d'accord. Eh bien, monsieur le maire nous fait visiter le bâtiment, les bâtiments. Alors voilà, là aussi, c'est un autre message. C'est tous les enduits de terre qu'on a fait dans le bâtiment. Et en gros, c'était aussi travailler sur la question de la qualité de l'air. Ici, vous avez un coffrage bois. À l'intérieur du coffrage bois, il y a de la paille. Et ensuite, on a pris la terre du terrain. Ça, c'est l'équivalent d'un enduit gros. Ça, c'est un enduit fin. Où on a pris du carton de livraison marron. On les a mis dans l'eau, on les a malaxés. Et avec la terre du terrain, on a fait des enduits de finition. Ça, c'est tous les modèles qu'on a dans le bâtiment. Et on a fait ça en chantier participatif. On a des Français et des Belges. Ils sont venus plus de 200 personnes pour faire ces chantiers participatifs avec des ingénieurs et des architectes pour illustrer qu'on peut faire autrement. Et derrière ce sujet-là, c'était la question du sable. En tant que franco-sénégalais, je voulais l'utilisation de moins de sable possible dans la construction. Et donc, les enduits de terre étaient pour nous une manière de montrer qu'on peut faire autrement. Et dans nos pays, la terre pour faire nos cases, c'est pas une innovation. Donc, ce bâtiment existe depuis combien de temps? Il a 5 ans. Il y a 5 ans. Il a Donc, 5 ans, ce c'est tout bâtiment. récent. Voilà, c'est exactement. D'accord. En plus, c'est un grand bâtiment. Hein. Il fait 1800 mètres carrés. Voilà. Et là, on rentre dans les ateliers de la ferme des possibles. Waouh. Alors là. C'est pas mal, hein? Oui. Alors ici, comme je vous l'ai expliqué, on fait plein de choses. Ici, on a des socio-esthéticiennes et socio-esthéticiens. On travaille sur l'être et le paraître. Comment permettre aux gens d'avoir confiance en eux, de comprendre les codes de la société, de comprendre que la tenue vestimentaire peut renvoyer un message. Voilà. Et tout ça, ça s'apprend. Oui. Ça s'apprend. Et donc, du coup, la ligne qu'on s'est donnée par rapport à toutes nos discussions depuis tout à l'heure, c'est donner les codes aux gens et ensuite chacun fait comme il veut. Mais la règle de base, c'est celle-là. Oui, d'accord. Donc, c'est ici le... Ici, on prend les gens par 3-4, des hommes ou des femmes, et on les ramène à apprendre à prendre soin d'eux. Ici, on s'occupe de l'éducation alimentaire. Oui. Donc, c'est notre atelier de cuisine. D'accord. Où on va apprendre à manger des produits de saison, mais aussi on va apprendre à utiliser nos repas traditionnels et à les cuisiner avec plus de santé. Et donc, on travaille avec des nutritionnistes et des cuisiniers qui peuvent expliciter comment faire un mafé ou un couscous avec des produits sains qui permettent de consommer moins d'huile ou moins de matière grasse. D'accord. Donc, eux, ils agissent ici. Enfin, ils travaillent ici. Alors, on a, grosso modo, on reçoit plus de 25 000 personnes par an sur ce site et on a des ateliers. Donc, on a des personnes qui s'inscrivent pour faire des ateliers chez nous, pour apprendre des choses. Voilà. Et donc, la ferme est un outil d'éducation populaire. Voilà, qui est là pour éveiller les consciences et permettre à chacun de comprendre ce qui se passe dans le pays et en même temps d'apprendre quelque chose. Exactement. Fantastique.
Alors là, vous êtes dans les bureaux des équipes transversales. Donc là, il y a le pôle agriculture urbaine. Le grand bureau, hein, Voilà. très vaste. Le pôle construction durable. Ici, on a marketing communication. Voilà. Ici, c'est activité traiteur, service commercial. Et là, ici, on a l'espace de pause et de convivialité. Oui, donc avec... C'est l'espace de pause et de convivialité des équipes. Avec cette Avec table le de beau billard. qui est en réemploi. Le baby-foot ici, également, qui est en réemploi. Et qui permettent d'avoir, en face de l'arène où on était tout à l'heure, des espaces de vie dans l'entreprise. D'accord. Alors là, on a des espaces de réunion. Donc là, on est dans la salle Rosa Parks où, pour bien comprendre ce que j'ai explicité tout à l'heure, tous les radiateurs sont récupérés, les luminaires sont récupérés, la menuiserie est récupérée. Voilà. Et dans cette pièce, tout est récupéré, sauf les tables et l'écran. Voilà. Et donc, du coup, c'est un peu ça qu'on a construit ici. C'est faire de l'économie circulaire, mais aussi des choses beaux pour valoriser les personnes et leur dire qu'ils sont des gens. Voilà. Et ils ont une valeur. On parlait de la robinetterie, des sanitaires, de tout ce qui a été rénové également. Le lavabo est récupéré, tout est récupéré. C'est récupéré. Les sanitaires, l'ensemble est récupéré. Et puis en plus, c'est joli et propre. C'est joli et propre. Et donc, on arrive bientôt dans mon bureau, dans mon domaine. Où là, c'est ma salle de réunion, nommée Nelson Mandela. Ah. Voilà. Le symbole Voilà. de la lutte anti-apartheid. Un espace d'accueil pour mes convives. D'accord. Bureau de la direction. Et c'est là votre bureau à vous. C'est ça. D'accord, ok. Voilà. Qui est ici le dernier mur au nord du bâtiment. C'est un bâtiment où, bioclimatique, le sud, on a mis le restaurant. Le nord, il y a la logistique. L'ouest, il y a l'accueil du public. L'est, c'est les espaces de stockage. Et sur toute la longueur du bâtiment, on a un système de ventilation naturelle et des fenêtres ouvrantes qui permettent de faire circuler l'air. De faire passer l'air. Exactement. Et vous avez pu constater tout à l'heure, la galerie ouest, on a la même à l'est, sont des espaces tampons qui sont à mi-chemin en termes de température entre le dehors et le dedans. Et donc, plus on va à l'est, plus il fait frais. Plus on va au nord, plus il fait frais. Vous avez accueilli ici la secrétaire des Verts, secrétaire nationale des Verts, hein, qui, quand elle voit ici, elle doit dire, ben voilà, c'est un écologiste qu'on a récupéré, enfin qu'on a intégré. Alors, la réputation d'être un maire écologiste et praticien est là depuis 10 ans, de par tous mes engagements autour de l'alimentation et de la transition écologique populaire. Et ici, on a reçu énormément de personnalités politiques, économiques et des gens de divers horizons qui pensent à réfléchir à faire autrement à travers l'habitat, à travers l'économie, à travers le social, à travers la solidarité. Et comme je vous l'ai dit au début de notre entretien, c'est faire de l'écologie positive et montrer que c'est possible si on travaille en profondeur sur les sujets. Alors, comme je te le disais tout à l'heure, là, c'est tout notre système énergétique du bâtiment. Alors, c'est un bâtiment qui a énormément de capteurs. Et ici, on a une thermofrigopompe qui est l'équivalent d'une grosse pompe à chaleur où j'ai un tiers de l'énergie qui vient du réseau, un tiers qui vient de panneaux solaires et un tiers de l'énergie qui est récupérée. Et ici, j'arrive à contrôler et à gérer la température de chaque pièce du bâtiment. J'ai 14 chambres froides. Ça va de moins 19 degrés à 16 degrés parce que j'ai une mûrisserie pour mes bananes. Voilà, et donc du coup, la gestion du froid permet de générer du eau chaude et chauffage gratuit. Alors, le message autour de la ferme des possibles est assez simple. Il y a 15 ans, on nous disait souvent c'est pas possible.
Et la question du c'est pas possible, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur être assigné à sa place. Et donc, nous, on a décidé de retourner la table depuis très longtemps. Et la ferme des possibles, c'est un message simple. Chez nous, tout est possible. Eh bien, merci beaucoup.